Bonjour et bienvenue Sarah Knafo. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci d'être notre invitée. C'est votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Vous êtes eurodéputée Reconquête. Sarah Knafo, au moment où les consultations se poursuivent à Matignon, la messe semble dite pour François Bayrou et son gouvernement le 8 septembre. Résumons les choses. Instabilité politique, dette incontrôlable, État régalien qui pour beaucoup de Français ne remplit pas sa mission première de les protéger. Comment vous qualifiez avec vos mots la situation actuelle de notre pays ? Je dirais que la messe est dite en réalité depuis déjà 2022. 2022 parce que c'était une élection présidentielle où le président sortant, Emmanuel Macron, a complètement enjambé la campagne. Il n'a pas fait campagne, il a refusé de débattre. Il a été élu par défaut, on s'en souvient, avec des voix de gens qui le détestaient mais qui ont appelé à voter contre le Rassemblement national. Et donc, quand on escamote comme ça une campagne présidentielle, en réalité, on ne peut trancher aucun des grands sujets. Résultat, à la fin, pas de majorité. Qui dit pas de majorité dit pas de loi. Et donc, on en est dans la situation où on est, avec des fléaux extrêmement graves que vous avez décrits, à savoir une déconnexion totale entre la vie du pays, la vie réelle, la vie des gens et la vie politique. Donc, on a une vie politique bouillonnante, où les gens se parlent entre eux en réalité. Alors, on parle de tambouille, de vote de confiance, de motion de censure, etc. Et à côté, un pays qui voit sa dette exploser, le niveau de son école s'effondrer, l'insécurité qui est partout, une lucidité des Français qui grandit sur tous ces problèmes, et ils voient leur classe politique qui vit entre elles, qui est à huis clos presque, et qui ne règle aucun de leurs problèmes, qui n'avance pas. Donc je pense, et je vous le dis ce matin, que la seule solution en réalité, ce serait la démission d'Emmanuel Macron. Puisque tout remonte à ça. C'est depuis 2022 qu'on n'a pas de majorité. La dissolution est venue aggraver le problème en créant un groupe encore plus fin pour le président de la République. Mais on voit bien que c'est ce président-là qui n'arrive pas à avoir de majorité. Donc et démission, élection anticipée, certaines voix à droite le disent désormais. Pour vous, donc le problème est à l'Élysée. Le problème est à l'Élysée et avant la prochaine présidentielle, on ne réglera pas la question. Appeler à une dissolution aujourd'hui, en réalité, c'est même pas gagner du temps. C'est perdre encore du temps. La seule chose qui nous permettra de trancher et d'avancer enfin, c'est une nouvelle élection présidentielle parce qu'on sait dans notre pays que c'est cette élection et seulement cette élection qui permet d'avancer et de prendre des décisions claires pour le destin du pays. Sarah Knafo, vous avez parlé dans votre argumentaire de la lucidité des Français. Dimanche soir, le Premier ministre a tenté de jouer la carte de l'opinion face justement aux députés, aux oppositions, en alertant sur la gravité de la situation. Au-delà des différences qui sont les vôtres avec le Premier ministre, est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur de la gravité de la situation des fléaux que vous venez de décrire aujourd'hui ? Absolument pas. Je pense comme aucun des Français qui n'aura regardé. Moi, je ne peux pas considérer qu'on est à la hauteur de la situation quand on n'a rien tenté. Quand on n'a rien tenté pour François Bayrou, un lanceur d'alerte. Pose la question. Il ne sortira pas avec panache et par. Il est au sommet du pouvoir. Il a quelques décennies de vie politique derrière lui. Il a contribué à tous les votes et toutes les majorités qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Moi, il m'a fait penser dans cette interview à tous ceux qui, une fois qu'ils quittaient le pouvoir, devenaient soudain lucides. Vous vous rappelez de Gérard Collomb qui, en partant, nous disait finalement la situation est grave, le communautarisme est énorme. À François Hollande, qui dans le dernier livre qui sort quand il quitte l'Élysée, nous montre qu'en réalité il avait compris le problème et qui dit on est aujourd'hui côte à côte, on sera demain face à face. La phrase de Gérard Collomb à laquelle je pensais. François Hollande, même chose. Donc on a l'impression que tous ces gens en réalité, une fois quand ils sont au pouvoir, ils profitent des avantages que ça leur offre, ils nous disent rien. Et puis, une fois qu'ils vont partir et qu'ils n'ont plus rien à perdre, alors là, soudain, ils se lâchent. On a un peu l'impression que Bayrou, c'est ça. Il s'est fait harakiri, maintenant qu'il sait que c'est la fin, il trouve les mots pour nous dire qu'en réalité, il y a des problèmes. Alors, les mots, quand il dit ce ne sont pas les gouvernements qui dépensent l'argent, ce sont les Français, a-t-il affirmé. Vous avez parlé d'insultes et de mensonges concernant cette phrase. En même temps, Sarah Knafo, il y a eu la retraite à 60 ans. En 81, les 35 heures en 98, on peut continuer comme ça longtemps. Ce sont les Français quand même qui ont voulu ces mesures, qui ont voté pour les dirigeants qui ont appliqué ces mesures. Est-ce qu'il a tort, le Premier ministre ? Ça, je trouve que c'est un sujet, c'est des propos qui sont extrêmement graves. Pourquoi, dites-nous ? Je pense que c'est pas seulement insultant, ça l'est, évidemment, on se sent tous insultés, mais en plus c'est un mensonge. C'est un mensonge économique de nous dire ça. Parce que ce ne sont pas les Français qui ont voulu donner 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. On n'a jamais décidé de ça, nous. Ce ne sont pas non plus les Français qui ont décidé de donner 277 millions d'euros à la Chine, la deuxième puissance économique du monde. Ça, ce sont les gouvernements de M. Bayrou, de tous ses prédécesseurs. Les budgets en déficit, qui ont été votés depuis 50 ans, depuis 1974. François Bayrou les a votés. Personne ne lui a forcé la main.
Les députés sont libres de leur vote. C'est lui qui a choisi de le faire, pas les Français. Donc je trouve que c'est particulièrement insultant. C'est un mensonge. Et vous savez, Solzhenitsyn dit « la pire torture pour un peuple, c'est un mensonge ». Quand on entend ça, quand on entend ces propos, on comprend bien en fait quel est le logiciel de François Bayrou. Le logiciel de Bayrou, c'est de se dire qu'en réalité, les Français sont coupables de la situation. Que les Français sont donc des boucs émissaires qui doivent expier leurs fautes. Peut-être responsables, mais pas coupables. Vous pensez que... Je pense qu'ils sont ni responsables ni coupables. Je vais vous répondre, elle a été très intéressante votre question sur mais ils ont voté pour ça, etc. François Bayrou pense que les Français sont donc les boucs émissaires de cette situation. Et un bouc émissaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit expier sa faute. Donc il doit faire des sacrifices. Et les sacrifices que Bayrou leur demande, c'est vous allez arrêter de vous reposer le 8 mai. C'est de votre faute. Vous allez payer plus d'impôts. Vous ne payez pas encore assez d'impôts alors que vous êtes le peuple le plus taxé du monde. Donc ce serait de leur faute si leur gouvernement ont dépensé leur propre argent sans compter. La richesse, on sait qu'elle existe puisque c'est nous qui la créons. Et ce sont les gouvernements successifs qui l'ont dépensée dans des gabegies aberrantes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à François Bayrou un plan alternatif. Je lui ai dit, au lieu de sacrifier les Français, sacrifiez la dépense publique, sacrifiez vos dépenses. Donc j'ai proposé un plan de 63 milliards d'euros. Parlons-en. Parce que vous estimez que c'est un État obèse avec des dépenses illégitimes. C'est intéressant, Sarah Knafo, que vous parliez de la théorie du bouc émissaire de René Girard. Certains vous critiquent, à l'extrême gauche, de faire des immigrés des boucs émissaires. Par exemple, l'un des sujets tabous d'ailleurs sur la dette, c'est le coût de l'immigration. C'est l'une des propositions que vous formulez, c'est-à-dire évidemment baisser ce coût. Et certains vous disent, d'ailleurs le Premier ministre a dit dimanche soir, arrêtez de stigmatiser la même population. Que lui répondez-vous ? J'ai adoré François Bayrou qui nous dit il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou sur l'immigration. Et puis une phrase après, il nous dit mais si on veut réfléchir au coût de l'immigration, c'est qu'on les stigmatise. Faudrait savoir. Donc là, il nous prouve que pour lui, c'est toujours un tabou. Passons. Dans mon plan de 63 milliards d'euros, l'immigration est une des propositions, mais une parmi d'autres. On a beaucoup d'autres endroits où on a dépensé sans compter. Il faut être honnête avec les Français. C'est pas seulement en arrêtant l'immigration qu'on va régler tous nos problèmes économiques. Ça fait partie du problème. Ce sont d'énormes dépenses chaque année et parfois des dépenses vraiment injustes. Je vais y venir pour la gauche qui dit que je stigmatise ou je sais pas quoi. On va revenir à un peu de bon sens et un peu de rationalité. Je veux stigmatiser personne. Il s'agit d'accuser qui que ce soit. Il s'agit de se demander si c'est légitime de dépenser chaque année 20 milliards d'euros en aide sociale non contributive pour des étrangers. Pour que les gens entendent bien ces mots, non contributive, ça signifie que ce sont des aides pour lesquelles ils n'ont jamais cotisé. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur notre territoire, ils ont bénéficié de notre solidarité sans avoir mis de l'argent dans le pot commun pour cela, donc sans avoir travaillé pour les mériter. C'est par exemple le RSA, c'est par exemple les allocations logement. Vous n'avez pas besoin d'avoir cotisé pour pouvoir en bénéficier. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Et vous voulez le supprimer? Absolument. Et les réserver uniquement aux Français, comme ça l'était avant. On est arrivé dans un point de propagande de la gauche tellement fort qu'on en oublie que c'est la gauche elle-même qui, dans les années 90, voulait réserver ses aides aux Français. Par exemple, avec Rocard, qui voulait réserver le RMI pour les Français. Et vous savez qui l'en a empêché? Le Conseil constitutionnel. Effectivement. Et maintenant, la gauche taxe de racisme et de stigmatisation tous ceux qui disent que ça n'existe dans aucun autre pays. Poursuivons sur vos propositions. Autre sujet de débat, et là encore, il y a eu un véritable échange très vif avec la ministre en charge de la ville ou encore l'insoumise Ercilia Soudé. Qu'est-ce que vous dites sur la politique de la ville, Sarah Knafo? Ça nous a coûté à minima 117 milliards d'euros à peu près de 2010 à 2023. Est-ce que vous souhaitez aller jusqu'à supprimer carrément tout le budget de la politique de la ville? Absolument. Absolument. On vous répond la même chose que sur d'autres sujets. On vous dit que c'est toujours les mêmes, toujours dans les mêmes quartiers. Alors, si on dit que je veux viser les habitants des quartiers prioritaires, je rappellerai que je viens de Seine-Saint-Denis, que ma famille y vit encore, donc à moins de me cibler moi-même, je pense que ce serait à peu près ridicule de parler en ces termes. Là encore, ramenons un peu de rationalité et de bon sens dans ce débat. La politique de la ville, vous l'avez dit, c'est 117 milliards d'euros dépensés seulement depuis 2010. Si on remonte aux années 80, on arrivera plutôt à plus de 400 milliards. Chaque année, c'est 8 milliards d'euros. Dans cette politique de la ville, ce qu'il faut comprendre, c'est que les résultats ont été décevants et ils sont perçus comme tels par la classe politique dans son ensemble. La Cour des comptes, à longueur de rapport, dit que c'est un échec flagrant. Et vous voyez que dans ces quartiers-là, ceux qui bénéficient donc du plus de subventions et du plus de crédits, ce sont précisément les quartiers où l'échec scolaire explose, où les trafics de drogue explosent, où le communautarisme explose. Donc on voit bien que cette politique ne résout rien. Moi, ce que je dis, c'est que ces quartiers ne sont aucunement abandonnés, ils sont choyés par l'État. Vous avez des exonérations en tout genre, vous avez des stades flambant neufs dont ne bénéficient pas nos campagnes, vous avez une politique de santé, une politique scolaire qui est bien meilleure que partout dans la ruralité française. Pour vous donner un exemple, quand Emmanuel Macron est arrivé,
en 2017, il a pris la décision de dédoubler toutes les classes de primaire dans les quartiers dits prioritaires. 2 milliards d'euros par an, juste ce dispositif. Est-ce qu'on a l'impression que ça a amélioré le niveau scolaire de ces quartiers? Vous avez une vision totalement opposée à la ministre de la politique de la ville, Juliette Miadel, qui a aussi ses arguments. Ce serait d'ailleurs intéressant que vous débattiez peut-être ici même avec elle, argument contre argument. Quand même, ce sont des sujets importants de fond. Oui, vous... volontiers, j'accepte votre invitation. On le lance l'invitation sur CNews. Et j'ajoute un tout petit élément sur ça. Je ne propose absolument pas d'abandonner les banlieues. La seule chose que je dis, c'est que nous avons déjà une politique nationale, scolaire, de santé, partout sur le territoire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on applique la même dans les banlieues. Pas de privilèges, pas d'exception. On remet la banlieue dans le droit commun républicain. C'est tout. Vos propositions vont beaucoup réagir, Sarah Knafo. Il est vrai qu'en quelques mois, en quelques années, vous êtes imposé en vous attaquant aux dépenses réputées intouchables, comme par exemple, il y a d'autres mesures dans ce que vous proposez, la suppression de certaines agences gouvernementales, France Travail et d'autres. Vous avez été magistrate, je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, à la Cour des comptes. Vous connaissez donc le cœur du réacteur à l'intérieur de la machine. Depuis des années, on nous parle d'économie, on nous parle d'efforts, on nous parle de sacrifices. Est-ce qu'on les a réellement faits? Est-ce que véritablement, à un moment, on a eu une véritable politique d'économie et on a interrogé toutes ces dépenses jugées par beaucoup de Français illégitimes? Malheureusement non, jamais. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on vote des budgets qui sont en déficit. C'est de la faute des gouvernements et non des Français, je le redis. On a Emmanuel Macron, le Mozart de la dépense. Alors lui, c'est carrément, à lui tout seul, 1300 milliards d'euros de dette en plus sur l'ensemble de son bilan, sur ses 8 ans. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, pour vous donner une comparaison, que s'il voulait lui rembourser toute la dette qu'il nous a coûtée, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Il le fera jamais. Bon. Il sera jamais responsable. Moi, la phrase est frappante, mais vous estimez que c'est quelque part personnellement, c'est intuitif, personnel, finalement, c'est la faute au président de la République lui-même? Oui, absolument. C'est de sa faute à lui. C'est de la faute de tout un système de la dépense qui s'est organisé. Moi, c'est ce que j'ai vu de plus frappant quand j'étais dans la haute fonction publique. Vous avez cité la Cour des comptes, et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé, j'en ai beaucoup vu. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de m'engager politiquement, parce que maintenant, je peux les dénoncer à visage découvert. Alors, vous l'avez dit, parfois, ça suscite des attaques, notamment de la part de la gauche et de l'extrême gauche. Mais parfois, j'ai la satisfaction de voir que, typiquement, quand j'ai parlé de l'aide publique au développement, à votre antenne d'ailleurs, 3 semaines plus tard, vous avez le gouvernement qui a annoncé baisser de 2 milliards d'euros l'aide au développement en disant que c'était par ma faute, que j'avais décrédibilisé l'aide au développement devant l'opinion publique. Donc, quand je vois ça, je me dis, c'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin. On peut gagner 15 milliards d'euros par an sur l'aide au développement, mais je suis quand même contente pour les Français de voir que c'est 2 milliards qu'on arrêtera de prendre dans leur poche. C'est intéressant. Jusqu'où aller, Sarah Knafo, dans une interview croisée que vous avez accordée avec Éric Zemmour au journal du dimanche, vous faites l'éloge de la radicalité. Vous dites ensemble que les temps de tempête requièrent des solutions radicales. Et d'ailleurs, on peut citer Philippe de Villiers qui dit souvent que le prochain président de la République ne devra pas seulement se contenter de caboter, mais il devra voguer en haute mer. Jusqu'où peut aller cette radicalité selon vous? D'ailleurs, à droite comme à gauche, on peut estimer que la France insoumise aussi apporte des solutions radicales. Est-ce que pour vous, tous les garde-fous doivent sauter? Est-ce que vous partez en croisade contre certaines institutions? Je ne sais pas, on connaît votre dénonciation comme celle d'Éric Zemmour du gouvernement des juges. Jusqu'où ça doit aller? Alors déjà, Philippe de Villiers a souvent raison. Il a souvent eu raison, comme Éric Zemmour d'ailleurs, donc j'ai plutôt tendance à leur faire confiance quand ils disent que l'heure n'est plus aux solutions molles, aux compromis. Ce que je remarque, c'est que vous avez certains, des rhumes par exemple, qui peuvent se guérir par un peu de repos et de l'homéopathie. Et puis après, vous avez des maladies sérieuses qui méritent des remèdes radicaux. Moi, je pense que là, depuis l'année qu'on vient de passer, on a vu que les docteurs Barnier et Bayrou nous proposaient de l'homéopathie et on a vu ce que ça avait donné. Ça ne donne rien, ça ne donne aucun résultat. Et le docteur Zemmour et Knafo, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est de renverser la table. Malade à la fin. Absolument pas. L'objectif, c'est de le guérir, c'est de redresser le pays. Regardez ce qui se passe dans les pays où les peuples ont élu des dirigeants qui leur proposaient vraiment de renverser la table et pas juste des petites mesures paramétriques et conjoncturelles. Vous avez le Salvador de Nayib Bukele, vous avez l'Argentine de Milei, vous avez l'Italie de Meloni juste à côté de chez nous, vous avez les États-Unis de Donald Trump. Si je vous prends le sujet de la sécurité, regardez ce que fait Nayib Bukele. Il est arrivé au pouvoir en 2019. À peine arrivé, il a construit 70 000 places de prison en 7 mois.
Ça, c'est pas un petit changement. Il y a enfermé les délinquants et résultat, il a libéré sa population. Vous ne souhaitez pas le même traitement dans les prisons de Bukele qu'en France, quand même. Et regardez le résultat. Il a libéré sa population. Donc vous regardez simplement l'efficacité. L'efficacité des mesures. Il a libéré sa population et résultat, le Salvador est passé du pays le plus dangereux du monde au pays le plus sûr du monde en 4 ans. Vous n'avez pas d'homicide en 1000 jours. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement salvadorien. Nous, si vous regardez juste sur Google hier, homicide en France, vous en avez déjà 3. Malheureusement, ce qui s'est passé, ce boulanger qui a été attaqué et poignardé, et puis un adolescent qui a été également attaqué à l'arme blanche. Absolument. L'épidémie des coups. Donc moi, ce que je propose aux Français, ce ne sont pas des solutions homéopathiques qui ne changeront rien et en leur promettant que leurs arrière-petits-enfants en verront peut-être les effets. Ce que je leur dis, c'est regardez les pays où ça fonctionne. Vous avez des gens courageux, avec des tempéraments forts, et vous avez des résultats immédiats. Économiquement, en Argentine, il est arrivé avec une situation catastrophique, Milei, avec un déficit qui était encore supérieur au nôtre. Aujourd'hui, 6% de croissance alors qu'on est péniblement à 0,5. Il a réussi à réduire la dette, il continue, parce qu'il a eu des solutions fortes qui ont fonctionné. Donc je pense que c'est ce que les Français attendent et que nos mesures font consensus. Pour conclure, Sarah Knafo, peut-être une question que je n'ai pas eu le temps de poser au Premier ministre et que peut-être beaucoup de nos téléspectateurs et auditeurs se posent. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un pays comme la France, quand même, puissance, alors je ne sais pas s'il faut la classer en 5e, 6e ou 7e, mais comment ce pays aujourd'hui peut peut-être avoir perdu son destin, ne l'a plus en main? Ça va me permettre de répondre à votre question initiale. Je pense que les Français ont été trompés, qu'on leur a menti. Sur beaucoup de sujets, notamment sur l'économie, on leur a fait croire que les solutions qu'on leur proposait permettraient de redresser notre économie, feraient du bien à l'économie, notamment les folies de retraite à 60 ans, les 35 heures, etc. On leur a menti. Ils y ont cru parce qu'ils n'avaient le choix en réalité qu'entre des dépensiers de droite et des dépensiers de gauche. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une droite comme la nôtre, comme celle de Reconquête, qui proposait les vraies solutions. Vous croyez encore en l'union des droites quand vous écoutez hier Bruno Retailleau qui appelle à voter la confiance pour François Bayrou? Forcément, ça me déçoit quand vous vouliez travailler avec lui. Oui, bien sûr, parce qu'il faut être cohérent. Nous, quand on appelle à l'union des droites, on sait que c'est la seule solution. Les électeurs le comprennent. Et sur ce sujet, comme sur d'autres, il serait temps que la classe politique comprenne ce que les Français ont compris il y a bien longtemps. On sait que c'est la seule solution. Je pense qu'on est la meilleure hypothèse, mais il faudra qu'on travaille avec d'autres. Et on y est prêt. Et donc, peut-être que si d'autres ont le leadership, leurs mauvais travers s'effaceront et ils redresseront la France à nos côtés. Eh bien, on verra tout cela. On verra déjà ce qui va se passer le 8 septembre. Merci à vous, Sarah Knafo. Merci à vous. C'était votre grande interview et à bientôt. À bientôt.